Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours Dominique Lejeune et je vais vous faire le troisième cours d'histoire coloniale de la France, prévu toujours dans le cycle Nations en quête de leur passé. Ce cours numéro 3 devait avoir lieu le mercredi 24 février de 8h30 à 10h et il est en tout cas intitulé Un demi-siècle d'expansion territoriale 1864-1914. Comme pour les cours précédents, j'enverrai à la demande le texte long de ce cours, car je ne pourrai pas prononcer par oral tout ce que j'ai prévu par écrit, ce qui est la norme, au moins chez moi. À la demande, ça signifie que vous m'envoyez un mail de demande à l'adresse suivante: domile.jeun @aol.com. Je répète, Domi-le-Jeun, surtout pas le E final de Lejeune, @aol.com. Le PowerPoint d'accompagnement, avec notamment les cartes et les autres figures, ont dû vous être envoyés par Madame Bonamy, mais si vous ne les avez pas, vous pouvez me les demander toujours par mail à la même adresse. D'autre part, je mettrai, moyennant un petit délai, ce cours sur le portail du CNRS à l'adresse suivante: HAL, c'est-à-dire HAL, comme l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, HAL, trait d'union SHS, pour sciences humaines et sociales, et ensuite vous tapez mon prénom et mon nom, Dominique Lejeune. Donc aujourd'hui, c'est un demi-siècle d'expansion coloniale, territoriale, entre 1864, date que j'ai déjà justifiée dans les deux cours précédents, de 1864 à 1914. Pour désigner l'ensemble imposant formé par la métropole et l'outre-mer, l'expression de la plus grande France apparut pour la première fois sous la plume de Jacques Léotard, secrétaire général de la Société de géographie de Marseille, et ceci en 1903. Il ajoute que le drapeau civilisateur, je cite naturellement, de la France flotte alors à ses yeux sur, je cite à nouveau, des territoires dont la superficie atteint près de 20 fois celle de la métropole, avec une population qui dépasse d'1/5 celle de notre pays. C'est le fameux deuxième empire colonial français qui naît à la fin du Second Empire et surtout sous la Troisième République, qui naît après le premier, celui des temps modernes, celui des arpents de neige au Canada, selon la formule de Voltaire, celui dont il reste les 5 comptoirs de l'Inde française, bien entendu. Une expansion, et cette expansion, elle est numérique. D'abord, l'empire colonial français passe de 900 000 km² environ en 1876 à plus de 10 millions à la belle époque, toujours en chiffres ronds, et il passe en termes d'habitants de 6 à 55 millions d'habitants. Et vous prenez devant vous soigneusement les cartes du PowerPoint de 1898 et de 1911 qui vous montrent cette expansion. Dans un premier point, je vais insister sur ces deux fameuses multiplications, celle de la surface et celle du nombre d'habitants, des multiplications qui ne sont donc pas seulement républicaine, puisqu'elle commence à la fin du Second Empire en 1864. L'expansion coloniale de la Troisième République fait donc passer l'empire colonial
de moins d'1 million de kilomètres carrés à plus de 10 lors de la Belle Époque et de 6 à 55 millions d'habitants. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Eh bien, en Algérie, un relatif peuplement, la répression de l'insurrection kabyle de 1871, à l'est de l'Algérie, l'établissement du protectorat français sur la Tunisie, la conquête des territoires du sud de l'Algérie au tout début des années 1900, la participation française à la conférence de Berlin de 1885 qui concerne l'Afrique subsaharienne, que l'on appelle à l'époque l'Afrique noire, la constitution de ce que l'on appelle la côte française des Somalies. Il faut ajouter qu'en deux phases, 1885 et 1896, Madagascar devient française. À la première date, ce n'est qu'un protectorat et en 1896, ça devient une colonie. Et puis, bien entendu, le partage colonial entre les grandes puissances s'est étendu à l'Indochine, au Cambodge et à la Cochinchine, qui passent sous souveraineté française sous le Second Empire. La France ajoute les protectorats du Tonkin et de l'Annam en 1885 et une installation au Laos en 1893. Le Siam, l'actuelle Thaïlande, est maintenu comme État tampon entre les possessions françaises et les possessions britanniques par un accord de 1896. En Indochine, il y a exploitation économique, surtout du Vietnam et de la Cochinchine. Dans le reste du monde, la France participe au dépaissement de la Chine. Alors, on ne l'appelle pas comme ça, vulgairement, à l'époque, naturellement. On parle avec pudeur du break-off of China, hein, le partage de la Chine, l'éclatement de la Chine. Il faut ajouter que la France écrase la révolte kanak de Nouvelle-Calédonie en 1878, annexe Tahiti 2 ans plus tard, et je ne suis pas avare de détails, la France rachète même l'île de Saint-Barthélemy, Saint-Barth à l'heure actuelle, dans les Antilles, à la Suède en 1877. Regardez bien la carte de la colonisation en 1914 et vous voyez la tache à l'époque colorée en rose ou en rouge. Bien entendu, la France n'est pas seule à coloniser. J'ai cité le congrès de Berlin tout à l'heure. Le monde colonisateur s'assemble à Berlin donc, mais il s'assemble aussi à Bruxelles. Le monde colonisateur crée l'État du Congo, qui devient la chose du roi Léopold II avant de devenir le Congo belge. Même les Américains s'y mettent, hein, des États-Unis impérialistes à la fin du XIXe siècle, avec la fameuse guerre contre l'Espagne en 1898, la formule de Theodore Roosevelt sur le big stick, le gros bâton qu'il faut cacher dans son dos et puis il faut s'en servir comme menace. Cet ensemble colonial français, précisons-le, n'a pas de nom. Empire colonial, c'est nous qui le disons. Jamais, jamais cet empire colonial ne sera baptisé officiellement sous la Troisième République, tout au moins sous la Quatrième, on parlera de la France d'outre-mer, mais ça, c'est une autre histoire que nous ne verrons pas cette année. Cet empire colonial français, il est le résultat d'un partage avec les pays européens, avec les autres pays européens. Les pays européens ont pratiqué ce que l'on appelle à l'époque la course au clocher, en prenant le nom d'un vieux jeu médiéval, ancêtre en quelque sorte du football, entre deux villages. On lutte en tapant dans un ballon
de façon à gagner le clocher du village adversaire. La course au clocher en français, les auteurs anglo-saxons parlent du scramble, de la lutte. L'expression française de course au clocher est employée, semble-t-il, pour la première fois par Jules Ferry, toujours lui, nous le retrouvons pour la énième fois, par Jules Ferry dans son livre de 1890 sur le Tonkin et la mère patrie. La formule britannique, elle avait été popularisée quelques années auparavant par un article du Times. C'est aussi, dit-on à l'époque, la mêlée, autre terme proto-sportif, si vous voulez. Et le résultat, c'est que les territoires vacants, à considérer comme res nullius, n'appartenant à personne, se font rares aux alentours de 1896-1898. Alors nous allons dans ce cours étudier les choses non pas chronologiquement, mais géographiquement, continent par continent, secteur par secteur. Nous allons commencer, ce sera le deuxième grand point de ce cours, par l'ensemble qui est majeur en termes de surface, c'est-à-dire l'Afrique et Madagascar. Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a d'abord, l'Algérie étant à peu près conquise au début de la Troisième République après l'écrasement de la révolte kabyle, il y a à l'est l'établissement du protectorat sur la Tunisie. Comment est-ce que cela s'est fait? Eh bien, progressivement. Dans cet État à peu près indépendant de la souveraineté ottomane, que devenu théorique au XIXe siècle, les puissances européennes interviennent, les unes et les autres interviennent par l'intermédiaire de leurs consuls, par l'intermédiaire de concessions de travaux publics et de prêts surtout, qui sont très peu remboursés par la Tunisie et qui sont gérés par la Commission internationale de la dette créée en 1869. Se manifeste l'Italie et la France surtout. L'Italie et la France qui sont toutes les deux encouragées par Bismarck, qui est très soucieux d'une part d'envenimer les rapports entre l'Italie et la France de façon à ce que l'Italie soit un allié fidèle de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et qui cherche à détourner la France de l'Alsace-Lorraine en la brouillant par la même occasion avec l'Italie. L'Italie, dont les ressortissants en Tunisie sont nombreux, et ces ressortissants bénéficient depuis 1868 d'un statut particulier. Par contre, l'Angleterre considère qu'après qu'elle s'est installée à Chypre, qu'elle a acheté une bonne partie des actions du canal de Suez, construit par un Français, Ferdinand de Lesseps, personne ne l'ignore, que la Grande-Bretagne considère qu'elle doit une compensation à la France. Qui en France pousse à l'intervention? Eh bien, les Républicains, Gambetta et Ferry, surtout Ferry, et Ferry obtient le 7 avril 1881 le vote de crédit par la Chambre des députés qui est presque unanime. L'armée française débarque à Bizerte et d'autre part pénètre en territoire tunisien en débordant de la frontière avec l'Algérie. Et le 12 mai 1881, c'est donc très rapide, le bey de Tunis signe le traité du Bardo par lequel il reconnaît le protectorat de la France. Rapide succès de celle-ci qui rappelle aussitôt ses troupes. Eh bien, aussitôt éclate une révolte dans le centre et dans le sud de la Tunisie et plusieurs mois sont nécessaires à une deuxième expédition pour rétablir le contrôle français. On aboutit à une deuxième convention, la convention de la Marsa en 1883, qui est beaucoup plus dure
que le traité de protectorat de 1881 et qui prévoit un résident général français qui investit le Bey, qui contrôle son gouvernement, qui dirige la politique étrangère, etc., etc. Mais le problème des Italiens subsiste. Ils sont 55 000, alors qu'il n'y a que 16 000 Français. Et l'exaspération italienne est donc très vive dans les années 1880 et l'Italie est évidemment encline à se jeter dans les bras de la triple alliance Allemagne, Autriche-Hongrie et elle-même. Et ce n'est qu'en 1896 qu'un accord règle la situation des Italiens de Tunisie, leur laissant leurs écoles, le droit d'exercer des professions libérales et surtout de conserver la nationalité italienne. Et vous avez dans le PowerPoint le plan de Bizerte où il y a de nombreux Italiens. Un cas unique en Afrique du Nord est le recul français en Égypte. Ce recul français est dû à l'importance des routes maritimes britanniques dont vous avez la carte sur le PowerPoint. Petit à petit, la Grande-Bretagne contrôle le canal de Suez qui lui est absolument indispensable pour rejoindre l'Inde, bien sûr, et petit à petit, la Grande-Bretagne élimine la France d'Égypte, en considérant qu'en compensation, elle peut laisser la France s'installer en Tunisie. Dans cette affaire d'Égypte, l'opinion française reste à peu près indifférente. Le deuxième élément clé en Afrique du Nord, après la Tunisie, ou le couple Tunisie-Égypte si vous préférez, c'est le Maroc. Maupassant, dans Bel Ami, développe l'image de la cheminée sur laquelle il y a le vase central, c'est l'Algérie, et deux potiches sur les deux côtés, la Tunisie, et bien voici le Maroc. L'établissement du protectorat français s'est fait, vous allez le voir, selon différentes étapes, bien sûr, et sous trois formes. D'abord, il y a trois formes de pénétration française au Maroc au début des années 1900. La première forme, c'est la forme militaire. Aux confins entre le royaume chérifien, comme l'on dit, et l'Algérie, c'est une zone de confins qui avait été très peu délimitée après la conquête de l'Algérie, qui est mal contrôlée par le sultan du Maroc, qui n'y est reconnu qu'à titre de chef religieux, et petit à petit, l'armée française progresse d'est en ouest. Deuxième forme de pénétration, contribuer très largement à réformer l'armée du sultan Abd el-Aziz. Réformer son armée, c'est nécessaire parce qu'il s'est fait battre par un insoumis marocain de Taza en 1902. Donc il accepte que des officiers français réforment son armée. Et par la même occasion, la France réforme aussi la police marocaine, l'administration, les finances, utilise des instructeurs français qui s'installent au Maroc. Troisième forme, s'installe aussi au Maroc des banques françaises dont la tâche est facilitée par le ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé. Et la France réussit, grâce à cette installation bancaire, à devenir peu ou prou le seul créancier du Maroc. Par conséquent, nous avons vu que les deux affaires d'Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroc, s'imbriquent dans un ensemble qui est très diplomatique, un ensemble d'enjeux et de jeux diplomatiques. L'histoire coloniale, déjà
s'était inséré dans l'histoire générale des relations internationales dans les deux cours précédents, mais ici, ça devient extrêmement net, d'autant plus que dans les années 1900, l'Allemagne peut se poser la question: puis-je laisser sans ennui, pour moi, le champ libre à la France, au Maroc, d'autant plus que le sultan se montre rétif, qu'il subit la triple implantation française. Et Guillaume II pense dans le même temps que l'entreprise marocaine peut continuer à détourner la France de l'idée de revanche. Donc il hésite pendant longtemps. Et la modération allemande vis-à-vis de l'action de la France au Maroc, elle est remise en question par les bouleversements diplomatiques et militaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et en particulier par l'affaiblissement de la Russie dû à la guerre russo-japonaise. Affaiblissement d'une Russie alliée de la France. Et pour appuyer l'indépendance du Maroc, entendez l'indépendance vis-à-vis de la France, le 31 mars 1905, Guillaume II fait une visite à Tanger, donc non pas dans la capitale du sultan, mais à Tanger, dans la ville du nord du Maroc, qui est la plus internationale, la plus proche de l'Europe. Cette visite de Guillaume II, elle est abondamment iconographiée, vous en avez une représentation dans le PowerPoint, et il y multiplie les déclarations d'appui à l'indépendance marocaine, et il réclame la liberté du commerce. Alors, que se passe-t-il ensuite? La France ne réagit pas de façon dure, diplomatiquement ou militairement. Elle mène des conversations secrètes avec les diplomates allemands, et les diplomates allemands, tenez-vous bien, font pression pour que Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, cité tout à l'heure, Delcassé démissionne du Quai d'Orsay. Il est donc acculé à la démission par la pression allemande. Et à la suite de cette démission, se tient une conférence internationale à Algésiras, près de Gibraltar, donc sur le sol européen, du 15 janvier au 7 avril 1906. Vous avez vu la durée, c'est long parce que c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une violente confrontation franco-allemande. Toutefois, l'Allemagne à Algésiras est peu défendue par l'Autriche, son allié pourtant. Et l'Allemagne voit se dresser contre elle la Russie. Contre elle, la Grande-Bretagne. C'est une conséquence de l'entente cordiale franco-britannique qui a été conclue 2 ans auparavant. Et elle voit aussi, on est en territoire espagnol, se dresser contre elle l'Espagne, qui est intéressée par le Maroc et à qui la France a habilement et pragmatiquement promis, par une convention de 1904, 2 zones au Maroc, une grande au nord dans le Rif montagneux, Rif RIF, cette grande zone nord qui va s'insurger dans l'entre-deux-guerres, et une petite au sud. Pourquoi au sud? Parce que c'est à la limite du Rio de Oro espagnol. C'est la base de ce qui va être le futur Sahara espagnol. Alors, conséquence de la conférence d'Algésiras, une banque d'État marocaine est créée et ses capitaux sont à majorité français. D'autre part, la porte est laissée ouverte à un rôle prépondérant de la France. Un protectorat français n'est pas établi, nous sommes d'accord, mais
c'est la première marche vers le protectorat français. L'installation de la France est donc facilitée et gênée en même temps, hein. C'est la première marche, mais ce n'est que la première marche. Après Algésiras, on va osciller clairement dans le sens de la paix grâce à Clémenceau, qui est longuement, entre 1906 et 1909, président du Conseil. Pour Clémenceau, la prudence s'impose face à une Allemagne qui est en pleine ascension démographique, économique et militaire. Deuxième raisonnement de Clémenceau, d'un Clémenceau qui a bien connu de près la guerre de 1870-1871. Deuxième argument de Clémenceau, le secteur essentiel, c'est le continent européen et le Maroc est plutôt, comme il dit, un guêpier. Ceci étant, il laisse s'installer au Maroc, en application de la conférence d'Algésiras, les intérêts financiers et économiques allemands. Il freine l'ardeur militaire de certains ministres et il opère un relatif rapprochement économique et financier franco-allemand. Il y a des entreprises qui sont des entreprises communes au Maroc. Ces entreprises seront évidemment piquées par la France au traité de Versailles. Mais la période 1906-1909 n'est pas pour autant la préhistoire française de l'appeasement des années 30, appeasement dont nous parlerons dans une conférence du mois de mai, sous une forme ou sous une autre. Comme l'on dit, il faut conserver l'espoir de se voir en chair et en os. Et en particulier, Clémenceau mène avec la Grande-Bretagne des conversations navales, comme on dit pudiquement, qui aboutissent à un accord en 1912 qui répartit les tâches en temps de guerre. Ça, c'est très important parce que 2 ans plus tard, ça va être appliqué. Les forces navales françaises seront concentrées dans la Méditerranée, à partir de Toulon pour l'essentiel, et les forces britanniques seront concentrées dans la Manche et dans la mer du Nord. L'accord naval ne règle pas la question de l'océan Atlantique, auquel on pense peu et il faudra y songer de près pendant la Première Guerre mondiale, mais ceci est une autre histoire. Et Clémenceau incite les Britanniques et les Russes à régler une bonne partie de leur contentieux, le contentieux essentiel étant le contentieux asiatique. Exactement comme la France et la Grande-Bretagne avaient réglé leur contentieux, surtout colonial, en 1904, eh bien à partir de 1906, la Grande-Bretagne et la Russie règlent leurs petites affaires. Le Tibet, le pauvre Tibet, et l'Afghanistan, le pauvre Afghanistan, deviennent des États tampons. Donc, exit en fait la véritable autonomie et du Tibet et de l'Afghanistan. L'histoire de l'Afghanistan se noue à ce moment. La Perse, c'est-à-dire l'Iran, est partagée en 2 zones d'influence, le nord et le sud. Naît ici, par conséquent, un très vif ressentiment nationaliste iranien, dont évidemment le monde reparlera. Et une deuxième crise marocaine éclate et se termine, heureusement pour la France, avec l'affaire d'Agadir en 1911. Pourquoi est-ce qu'elle éclate, cette deuxième crise? Eh bien parce qu'à partir de 1907, les désordres intérieurs, comme l'on dit en langage diplomatique, ils ont pris dans le royaume chérifien un caractère endémique.
offrant aux militaires d'innombrables prétextes d'intervention. Et la situation s'aggrave brusquement en 1911. Et la France va donc pouvoir intervenir, mais l'Allemagne décide de sortir de l'expectative et elle décide de réagir. Alors, elle réagit non pas par un nouveau voyage de Guillaume II à Tanger, mais par une intervention qui est plus au sud, à Agadir, le 1er juillet 1911. Ce n'est pas Guillaume II qui se déplace, l'Allemagne envoie une canonnière, c'est-à-dire un petit navire de guerre, la canonnière Panthère, oh, quel nom redoutable, qui entre dans le petit port méridional d'Agadir en y débarquant aussitôt un contingent symbolique. Tandis que sa présence est notifiée aux États qui ont signé l'accord d'Algésiras. C'est ce que la presse française appelle le coup d'Agadir. 4 jours avant le coup d'Agadir, Clemenceau a été remplacé à la présidence du Conseil par Joseph Caillaux. Nombre de dirigeants français inclinent à riposter à l'épreuve de force par la force. Envoyer un navire de guerre, par exemple, mais s'y oppose quelqu'un qui est passé du Quai d'Orsay au ministère de la Marine et qui s'appelle Delcassé. Et Delcassé va jouer ici dans le sens de la modération. Et plusieurs ministres proposent à Caillaux, qui accepte, je passe sur les détails qui sont en fait très compliqués, propose une compensation limitée à une petite partie du Congo français, ce qui s'appelle officiellement le Moyen Congo, pour ne pas le confondre avec le Congo indépendant, devenu ensuite le Congo belge, devenu le Congo belge en 1908, donc 3 ans auparavant. L'entente cordiale, fonctionne d'ailleurs à ce moment très très bien. La Grande-Bretagne est de plus en plus inquiète des desiderata allemands et elle craint, la Grande-Bretagne, la puissance navale de la Grande-Bretagne. Et elle pousse la France à signer un accord franco-allemand, je dis bien un accord négocié. L'Allemagne lève toutes ses objections au protectorat français sur le Maroc et elle reçoit, en échange de cette bienveillance, une partie du Congo français. C'est donc une partie qui a été jouée au bord du gouffre et qui s'achève pacifiquement et qui donne à la France protectorat sur un Maroc qui apparaît comme étant potentiellement très riche et pas seulement grâce au phosphate. Mais on a été au bord du gouffre et commence en 1911 une période de raidissement diplomatique, de course aux armements qui va trouver son aboutissement, bien sûr, dans le déclenchement de la guerre européenne. Dans le texte long que je vous enverrai, si vous le désirez, ce n'est pas une obligation, il y a toute une biographie de Joseph Caillaux, biographie qui n'est pas de moi, je l'ai recopiée, un petit peu modifiée simplement, et cette biographie, elle est là tout simplement parce que Caillaux a joué un rôle extrêmement réaliste et extrêmement efficace dans cette deuxième crise marocaine. Bien entendu, dans les deux pays, cet accord franco-allemand, il indigne les milieux nationalistes. Les milieux nationalistes allemands
considère que l'Allemagne, qui avait avancé un pion, comme si on était aux échecs avec la canonnière Panthère, a reculé misérablement et qu'elle obtient en échange de son acceptation du protectorat français de ridicules territoires au moyen Congo français. Et du côté français, on considère que l'on a cédé une partie de l'empire colonial, ceci sous la menace du canon. La panthère, c'est une canonnière, donc on emploie beaucoup l'image du canon en 1911. Et de fil en aiguille, là encore je passe sur les détails de politique intérieure française, on aboutit à la chute de Caillaux le 11 janvier 1912. En ce qui concerne l'opinion publique générale, il faut dire qu'elle a surtout pris conscience du danger de guerre. Et désormais, les problèmes extérieurs dominent sur les questions de politique intérieure. Il faut dire qu'on est dans les années 1900 dans une phase d'expansion économique. C'est la belle époque, comme je l'ai expliqué dans une conférence à Besançon une année précédente. Et par conséquent, le problème social, le problème de la pauvreté, si vous voulez, c'est un problème qui recule. La question scolaire, bon, elle recule aussi. Et puis la question religieuse, la question de la laïcité, si vous préférez, elle est tranchée par la fameuse loi de 1905, que vous connaissez bien, évidemment. En conséquence, ces problèmes de politique intérieure, ils apparaissent sinon obsolètes, du moins de moins grande importance que les problèmes extérieurs. Et une bonne partie de l'opinion de droite et du centre, tout au moins, inquiète des prétentions allemandes, préconise une politique de fermeté. Il s'agit donc d'un patriotisme défensif, un patriotisme de synthèse républicaine qui rassemble des républicains de droite et du centre. Synthèse républicaine, c'est une expression de Stanley Hoffmann. Ça signifie qu'il s'agit désormais de répudier l'abandon, mais pas en faisant n'importe quoi. Il faut s'attacher à la sécurité de la France et ne plus rechercher l'aventure. De toute façon, où est-ce qu'on pourrait la rechercher, l'aventure? Autre élément clé du contexte, c'est que les territoires vacants, il n'y en a plus beaucoup. Et en tout cas, il n'y en a plus du tout en Afrique du Nord, au Maghreb. En conséquence de la deuxième crise marocaine, le 30 mars 1912, la France signe avec le sultan Moulay Hafiz un traité qui établit le protectorat français, à l'exception des deux autres espagnols prévus dès 1904. Théoriquement souverain, le sultan voit désormais ses ordonnances, c'est-à-dire les daïrs, contresignées et promulguées par un commissaire résident général qui dirige l'administration et qui joue le rôle de ministre des Affaires étrangères. Le premier titulaire du poste, on dit très vite résident général, ça fait plus bref. Le premier résident général, ce fut quelqu'un d'archi célèbre, c'est Hubert Lyautey, dont la première tâche est de juguler la révolte des soldats marocains et de nombreuses tribus contre l'établissement du protectorat. Et une des premières tâches de Lyautey, ça a été aussi de remplacer Moulay Hafiz par son frère Moulay Youssef. Enfin, il occupe petit à petit les villes marocaines et il entreprend une pacification de longue haleine, une pacification qui ne s'acheva que dans les années 30. Ce sera l'un des objets du quatrième et dernier cours.
L'Algérie maintenant, entre la Tunisie et le Maroc, que nous avons vu l'une après l'autre. Enfin, l'un après l'autre, plus exactement, pardonnez-moi. C'était pour voir si vous suiviez attentivement. L'Algérie connut l'insurrection de 1811. Cette insurrection, elle est provoquée essentiellement par l'abolition du régime militaire qui parut aux chefs musulmans être la fin de leurs garanties et de leurs privilèges. Par contre, le décret Crémieux de 1870, décret qui accorde la citoyenneté française à tous les juifs d'Algérie, ce décret Crémieux, contrairement à ce que l'on a affirmé et point innocemment, par la suite en métropole, ne joua pas du tout. Ce fut une insurrection violente entre janvier et octobre 1871 dans toute la Kabylie. Nous sommes donc 150 ans exactement après cette insurrection et je vous fais le pari qu'on va beaucoup plus parler des 150 ans de la Commune et de la fin de la guerre de 1870 que de l'insurrection kabyle. Elle est menée comme avait été menée la résistance algérienne première par Abdelkader, elle est menée, cette résistance kabyle, par un grand seigneur qui a le titre de Bachaga, c'est Mohamed El-Hadj El-Mokrani. Elle est écrasée par une puissante répression, il y a des morts évidemment, et de nombreuses condamnations à la déportation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. À cette époque, en 1871, il y a encore des bagnards en Nouvelle-Calédonie. La conséquence directe, c'est aussi la confiscation de près d'un demi-million d'hectares de bonnes terres qui sont confiés à des Alsaciens ayant opté pour la France. Et si vous avez lu Le Tour de la France par deux enfants, vous savez que l'aventure des enfants se termine justement en Algérie. Il y a deux chapitres terminaux qui sont consacrés aux colonies françaises et au premier chef à l'Algérie colonisée au premier sens par l'installation de colons français, ici de colons alsaciens. Les conséquences lointaines de cette insurrection et surtout de cette répression, eh bien, c'est la haine soulevée chez les Algériens dépossédés, c'est la crainte du banditisme, comme ils disent, chez les colons, qui les pousse à réclamer toujours plus de sévérité à l'égard des Algériens musulmans. Et il pousse aussi à la mise sur pied de nombreuses juridictions spéciales, dont le Code de l'indigénat, qui dresse la liste abondante des infractions spéciales des indigènes d'Algérie. Outre cette répression de l'insurrection kabyle, il faut signaler que la pénétration vers le sud, elle est reprise avec l'espoir qui est très saint-simonien et fin du XIXe siècle à la fois, l'espoir de la construction, tenez-vous bien, d'un chemin de fer transsaharien. Il y a des réussites, El Goléa est atteint par exemple, et des échecs, comme le massacre de la mission Flatters en 1880. Nous continuons à parler de l'Afrique avec maintenant l'Afrique subsaharienne. L'Afrique noire, comme on dit à l'époque, sans barguigner. De petites expéditions militaires et une grande expédition, celle qui est menée par Savorgnan de Brazza, Pierre Savorgnan de Brazza, qui signe le traité Makoko de 1882 au Moyen Congo que nous retrouvons
ici. Alors, le traité Makoko, on l'appelle comme ça, il est signé avec le souverain du Moyen Congo, qui ne s'appelle pas Makoko. Makoko, c'est son titre. Il s'appelle Ilo, I-L-O, en 1882. Brazza a explicitement ou implicitement joué de la division ethnique de ce royaume. Vous aurez des détails dans le texte écrit, là je n'ai pas le temps de développer. Et Brazza signe ce traité sur la foulée d'une mission d'exploration. Nous retrouvons ici le couple que nous avons déjà vu apparaître dès le premier cours, le couple exploration-colonisation. Ce traité, il est censé être négocié librement, je mets des guillemets à l'adverbe, et Makoko fait don à la France, je cite le texte qui est évidemment français, il fait don à la France de ses droits héréditaires de suprématie sur le Moyen Congo. Ça lui vaut, au Makoko, je dis bien au Makoko et pas à Makoko, ça lui vaut dans l'historiographie une double réputation, fidèle ami de la France, et puis à l'inverse, souverain traître à son pays. En réalité, la terre étant inaliénable en droit coutumier africain, le don de la terre n'a aucune signification pour le Makoko. Il pensait simplement faire montre d'hospitalité envers un Brazza à l'apparence assez misérable. Le portrait que vous avez sur le PowerPoint est un portrait en studio photographique, donc Brazza est très correctement habillé. Mais quand il arrive sur les terres, enfin dans la capitale d'Ilo, il est évidemment nettement davantage dépenaillé. Donc le Makoko se dit, bon, ce brave type, je vais l'accueillir, et le bout de papier qu'il signe n'a à ses yeux aucune espèce d'importance. Et les termes du traité lui sont complètement incompréhensibles. Non pas parce qu'il est bête, mais parce que les deux mentalités, l'européenne que représente Brazza et l'africaine que représente Ilo, ces deux mentalités sont complètement inconciliables. Et en novembre 1882, la Chambre des députés ratifie le traité Makoko. Ce qui est un acte tout à fait inusité, insolite. Les traités qui avaient été passés jusque-là par un Français avec un chef quelconque, et il y en a eu des centaines au cours du XIXe siècle, ils sont, en mettant les choses au mieux, ratifiés par décret. Ici, on a affaire, symboliquement ou pas, à quelque chose qui est jugé très important par le pouvoir politique français. Et si la compensation donnée à l'Allemagne, étudiée tout à l'heure, est prise au Moyen Congo, c'est à cause de ce caractère symbolique. Et la cause, elle est à chercher dans la mentalité française, mais elle est à chercher aussi dans la mentalité allemande. Les Allemands savent bien la valeur du Moyen Congo, mentalement parlant, aux yeux des Français. Ensuite, presque immédiatement, en 1884-1885, à la conférence internationale de Berlin, de nombreuses rivalités européennes sont réglées. C'est là qu'est créé l'État indépendant du Congo, admirons l'expression, État indépendant du Congo qui devient en fait la chose du roi Léopold II. Un Léopold II que, dans ma thèse d'État sur les sociétés de géographie, j'avais classé dans la catégorie des négociants.
ça m'avait été, lors de la soutenance, vivement reproché, mais ça m'a valu auprès des historiens belges qui ont largement remisé l'image mythique de Léopold II au rencard, ça m'a valu auprès d'eux une grande popularité pendant quelques années. Et j'en suis très fier, vous le devinez. Toujours dans l'Afrique subsaharienne, il faut ajouter que le Haut-Niger est atteint en 1883. Voyez le synchronisme. Le lac Tchad, un peu plus tard évidemment, en 1890. Il y a une convention franco-britannique du 14 juin 1898 qui délimite les zones d'influence de l'Angleterre et de la France en Afrique occidentale. En Afrique occidentale, l'expansion française se heurte à deux empires musulmans chez les tout couleurs, celui d'Amadou et celui de Samori, le deuxième étant plus solide et cohérent que le premier. Les colonnes françaises luttent aussi contre les royaumes noirs de Béhanzin, Gbédassé au Dahomey et de Rabat au Tchad. La France crée de nouvelles colonies, la Guinée en 1893, le Dahomey, l'actuel Bénin, en 1894, etc. Et surtout, regardez bien les cartes, les possessions françaises se dilatent vers l'intérieur à partir des secteurs côtiers qui ont été bien sûr les premiers délimités. Et les colonies des autres puissances, le Gold Coast et le Nigeria par exemple, ne forment plus que des enclaves, ce dont se ressent encore à l'heure actuelle la carte de l'Afrique. Terminons avec l'Afrique, le continent africain, en évoquant d'abord la côte française des Somalies et ensuite Madagascar, si tant est que Madagascar fasse partie du continent africain, bien sûr. Alors, sur la côte nord-est de ce continent africain, la France possédait depuis 1862 Obock, mais sans occupation effective sous le Second Empire. Depuis Obock, occupé effectivement dans les années 1870, la souveraineté française s'étend et en 1888 commence la construction, c'est une date absolument essentielle, la construction du port de Djibouti. En 1896, le territoire des Somalies, appelé aussi côte française des Somalies, est constitué et la capitale est installée non plus à Obock, qui devient un bagne pour qui? Non pas pour les bagnards de tout à l'heure, mais pour les Arabes, entre guillemets, de l'empire colonial français. La capitale est installée à Djibouti. Et pourquoi Djibouti? Parce que la France a obtenu, 2 ans avant la constitution de la côte française des Somalies, la concession de la ligne de chemin de fer qui part d'Addis Abeba et qui joint Djibouti ou l'inverse, si vous préférez. Enfin, Madagascar, qui devient en 2 phases, je répète les dates de tout à l'heure, 1885 pour le protectorat, 1896, qui devient en 2 phases française. Quel est l'intérêt de Madagascar? Eh bien, la France est intéressée surtout par la position stratégique dans le canal du Mozambique de la grande île, comme disent les Malgaches. Une grande île dont la population est très largement surestimée, mais une conquête qui donne lieu à des discussions très amples en France. Discussions sur le principe qui est critiqué par l'extrême gauche en France, et sur les méthodes.
Est-ce qu'on va se contenter d'un protectorat ou est-ce qu'on va l'annexer? Et ne serait-ce que parce qu'il y a des discussions, Ferry se montre beaucoup plus prudent pour ce qui concerne Madagascar que pour ce qui concerne le Tonkin. De toute façon, il aurait été très difficile de mener deux grandes expéditions militaires loin de la France en même temps. Aussi, en 1883-1884, la présence française à Madagascar se limite-t-elle à l'occupation de Tamatave, de Majinga et de Diego Suarez. Et à la suite de cette triple occupation, la France établit un très très vague protectorat par traité sur le royaume de la reine Ranovalona III. Alors elle est appelée Ranovalo en France et en français parce que, semble-t-il, on ne prononce pas la dernière syllabe. Donc ça s'écrit Ranovalona III. Une femme qui est incapable de soutenir une lutte contre une grande puissance européenne. Alors, non pas parce qu'elle est une femme, ne faites pas de moi un misogyne à tout craint, mais parce que la population de Madagascar est assez faible, que c'est une population qui est partagée en deux ethnies, celle des hauts plateaux et celle des régions côtières, et parce que la puissance financière de ce royaume est très faible. Après le traité franco-malgache, la France établit son protectorat sur les Comores. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les conséquences à long terme sont importantes. 1887, donc protectorat sur les Comores, et les Comores seront transformées en colonies en 1912. Elle obtient prudemment, la France, l'accord de la Grande-Bretagne pour s'installer davantage à Madagascar, l'accord de la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne veut lâcher du lest à la France en quelque sorte, et l'Allemagne, toujours la même politique, détourner la France de l'idée de revanche. Qui du côté français pousse à la conquête? Eh bien surtout les Réunionnais, comme l'on dit, c'est-à-dire les gros colons de l'île de la Réunion, qui ont des représentants parlementaires à Paris. Et au début de l'année 1894, les députés français adoptent un ordre du jour unanime favorable à une intervention militaire. Ordre du jour unanime, hein. Même les quelques députés socialistes votent cet ordre du jour. Une intervention militaire. Alors les Houves, c'est-à-dire, ça s'écrit OVA, H-O-V-A, les Houves proclament en octobre la guerre sainte contre la France et l'expédition militaire est décidée en novembre, toujours de l'année 1894. On se hâte donc lentement. Cette expédition militaire permet l'occupation de Tananarive, Antananarivo, en septembre 1895, donc presque un an après, et ensuite il y a conquête de l'île, avec des divergences à la fois ubuesques et dramatiques entre les ministères de la guerre et de la marine. Les deux ministères et les militaires de terre et de la marine se tirent dans les pattes, expression que j'ai déjà utilisée dans le premier cours à propos de la conquête de l'Algérie. Cette conquête militaire de Madagascar a été très coûteuse, 5000 morts sur les 15 000 hommes de l'expédition. Le tiers donc, et surtout des fièvres. L'insurrection de la population malgache est immédiate et il faut donc que la France mette le paquet militairement parlant et elle transforme son protectorat en annexion le 6 août 1896. Joseph Gallieni
est nommé gouverneur, il abolit la royauté, exile la reine en Algérie, est très dur avec les autorités ouves, c'est-à-dire les autorités dominantes. Il s'appuie sur l'ethnie dominée contre l'ethnie dominante. Il se concilie la population, tout au moins la population dominée jusque-là. Il supprime l'esclavage et il développe un système d'occupation méthodique et progressive qu'il appelle la tâche d'huile au cours de ces 10 années de séjour dans la Grande Île. Voici donc pour le continent africain et Madagascar, et nous allons passer dans une troisième partie à l'Indochine. Certes, je suis un fanatique de la tripartition classique, mais il y aura en fait 2 autres parties encore, donc ce cours sera à 5 parties. L'Indochine et les autres régions du globe, eh bien, vous voyez la carte d'Indochine de 1870, donc qui est assez détaillée et qui va vous permettre de bien suivre. L'essentiel, c'est la conquête de l'Annam et du Tonkin sous la Troisième République, étant donné que la France avait déjà établi son protectorat sur la Cochinchine et le Cambodge dans les dernières années du Second Empire. Ici, bien entendu, nous retrouvons encore une fois Jules Ferry qui fait conquérir l'Annam et le Tonkin, et ceci, ça donne une Indochine qui n'est pas une Indochine quiète, tranquille. Il y a, par exemple, une insurrection khmère contre le protectorat français entre 1885 et 1887. C'est l'une des plus longues, ou c'est la plus longue insurrection anticoloniale française avant la guerre d'Algérie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est passée largement sous silence. Alors Ferry obtient des crédits militaires, mais l'affaire prend des dimensions énormes car la Chine considère depuis des siècles qu'elle est en quelque sorte la suzeraine du Tonkin et même de l'Annam. Et la France va se retrouver dans cette conquête de territoires indo-chinois en guerre à la fois avec l'Annam et la Chine. Le corps expéditionnaire français, il est de 20 000 hommes, ce qui est moins qu'en Tunisie. Une flottille de près de 30 navires, ce qui est moins que pour la conquête de l'Algérie. Et l'Empire d'Annam reconnaît le protectorat de la France en 1883. Le Tonkin est conquis dans la foulée et le protectorat sur le Tonkin, il est proclamé en 1884, la Chine abandonnant sa suzeraineté sur le Tonkin et même sur l'Annam. Et puis à plus forte raison sur l'Annam. Alors, la France en guerre contre l'Annam et la Chine. Une guerre franco-chinoise est distincte des opérations militaires contre la Chine, sont distinctes des opérations militaires en Annam et au Tonkin. C'est un débarquement à Taïwan, Formose, comme on dit à l'époque. C'est une grande bataille navale, celle de Foochow, mais il y a aussi le fameux échec militaire français de Langson en mars 1885 à cause de problèmes de communication, comme l'on dirait de nos jours. Ça provoque la démission de Jules Ferry. La France pénètre au Laos, elle signe un traité avec le Siam, la Thaïlande, et un État tampon est établi conjointement par la Grande-Bretagne et la France,
État tampon, le Siam, entre l'Indochine et la Birmanie. La Birmanie qui est devenue colonie de la couronne britannique en 1886, c'est bien ça. La France participe au Break of China, que j'ai défini tout à l'heure. Elle se fait, comme tous les autres pays européens, les États-Unis, concéder un port à bail, le port de Kwangchiuwan, et elle s'assure auprès de Pékin que les provinces limitrophes du Tonkin, ainsi que l'île de Hainan, la grande île de Hainan, ne seraient jamais aliénées. C'était se créer une zone d'influence économique dans le sud de la Chine, avec le droit de construire des chemins de fer, le droit d'exploiter les gisements miniers et une préférence dans le lancement des emprunts, toujours les emprunts. Le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'il s'agit de régions qui sont à l'heure actuelle stratégiquement de toute première importance. Autre région, l'Océanie. Que se passe-t-il? Je vais, pardonnez-moi, un petit peu vite ici pour bien aller jusqu'à la fin de ce cours. La France écrase la révolte kanak de 1878 en Nouvelle-Calédonie, révolte qui a été provoquée par la dévastation des plantations indigènes par les Français, par le refoulement des indigènes dans les vallées de l'intérieur, par l'invasion du bétail des colons dans les cultures, par les réquisitions de main-d'œuvre, par l'enlèvement des femmes et par la destruction des cimetières kanaks, avec envoi en France d'objets trouvés dans les tombes. Rien que cela. Comme vous le savez sans doute, les anciens communards, déportés, loin de soutenir la cause kanak, se joignirent gentiment à l'armée pour écraser la révolte, à l'exception notable de Louise Michel. En Océanie, toujours, la France procède à l'annexion de Tahiti en 1881, s'empare de Wallis et Futuna en 1886-1887 et règle la question des Nouvelles Hébrides avec la Grande-Bretagne par solution très originale, un condominium. Les Nouvelles Hébrides prendront le nom de Vanuatu lors de leur indépendance en 1980. En Amérique, c'est l'établissement définitif des frontières de la Guyane française pour l'essentiel. En quatrième partie, faisons un petit peu le bilan, voyons l'organisation et la mise en valeur de l'empire colonial français. La haute direction de cet empire colonial, qui n'est toujours pas nommée ainsi, je me répète, vaste et peuplée, elle est partagée entre plusieurs ministères, comme dans beaucoup d'autres pays. Il y a le ministère de la Marine, le ministère des colonies, à partir du moment où il est formellement et logiquement constitué. Les départements algériens dépendent du ministère de l'Intérieur et le Quai d'Orsay, il est en charge des protectorats importants. Et la question de la création d'un ministère unique, elle est reprise de temps à autre. Et en fait, ce ministère unique ne sera jamais créé. Par contre, est fondée une école coloniale en 1889, une école destinée à former des magistrats et des fonctionnaires. Une grande hétérogénéité des types d'administration résulte de tout ceci, ne serait-ce que parce que la France essaye de s'adapter aux conditions locales de façon pragmatique. De façon pragmatique, elle fédère aussi des colonies sous la forme d'abord de l'Indochine, les 5 territoires d'Indochine française, c'est-à-dire
du nord au sud, le Tonkin, l'Annam, le Cambodge et la Cochinchine, et ils sont réunis en une fédération indochinoise ou une Indochine française en 1887. Ou plus exactement, le Laos n'y entre qu'en 1896. C'est pour ça que j'hésitais un instant. Regardez bien la carte pour corriger mon hésitation. Une partie enfin l'essentiel des colonies d'Afrique occidentale sont réunies en une Afrique occidentale française, AOF, en 1895, et une Afrique équatoriale française née à la Belle Époque. Dans les vieilles colonies, comme l'on dit, tous les habitants sont citoyens français de plein exercice, et bien sûr, constamment, les débats ont lieu entre association et assimilation. L'assimilation, c'est la concrétisation de l'état d'esprit jacobin. Il s'agit d'assimiler progressivement les colonies à la France, désir de démocratisation aussi, et l'association, c'est respecter l'indigène, non seulement dans sa situation personnelle et dans sa situation ethnique, mais aussi dans sa situation historique. Donc, s'il a existé un royaume, eh bien, on essaiera de l'associer à la France. Ça donne donc une mosaïque de situations et la permanence de petits royaumes, de petits rois dont certains perdurent jusqu'à l'époque actuelle, au-delà donc de l'indépendance. L'efficacité de l'administration française n'est pas grande, d'autant plus que les fonctionnaires sont très, très souvent simplement de passage aux colonies et que tous n'ont pas été formés par l'école coloniale, tant s'en faut. C'est l'administration directe qui domine en 1914 et avec quelle mise en valeur? Les différences sont absolument considérables entre les colonies en termes de mise en valeur. Le territoire ou l'ensemble territorial qui l'emporte de loin par la richesse et par la population, c'est l'Indochine. Une douzaine de millions d'habitants qui cultivent le riz, qui pêchent, mais les indigènes sont appauvris, les 5 territoires indochinois sont dominés par la Banque d'Indochine, qui a été fondée en 1875, donc très très tôt. En 1908, des sociétés indigènes de prévoyance et de secours ont été créées à l'image de ce qui s'était fait en Algérie, mais elles n'atténuent qu'à peine le fléau colonial, car elles profitent surtout aux gros propriétaires terriens. Et l'insertion dans l'économie capitaliste a signifié surtout le progrès de la riziculture d'exportation. La surface globale consacrée au riz a doublé entre 1880 et 1900, la concession de vastes étendues aux Européens et l'exacerbation des inégalités sociales parmi les indigènes. Il y a ici quantité de témoignages littéraires et bien sûr cinématographiques. Le poids de l'usure, qui est très réel, se double de celui de l'impôt. Impôt direct, mais aussi impôt indirect sur le sel, comme la fameuse gabelle en France avant 1789, impôt sur l'alcool et impôt sur l'opium, avec des consommations minimales obligatoires. Ah oui, bien sûr, il faut que ça rende ces impôts. Les colonies françaises d'Afrique sont-elles largement dominées par l'agriculture vivrière traditionnelle, souvent itinérante et sur brûlis,
mais de très vastes concessions, c'est le terme officiel que nous avons déjà vu dans le cours précédent, de très vastes concessions ont été accordées dans l'Afrique subsaharienne depuis 1896. Depuis 1893, pardonnez-moi. À Madagascar, il y a eu aussi création de très vastes concessions aux Européens, des concessions de 100 000 hectares ou même davantage. Et dans tout cela, la seule Algérie, le seul territoire qui ressortisse à la catégorie de la colonisation de peuplement et non d'exploitation, c'est l'Algérie. Une Algérie habitée par un demi-million d'Européens, dont une bonne partie sont des citadins et non pas ces propriétaires terriens dont la France parle très souvent, mais qui n'existent que très très peu. En conséquence, l'Algérie subit le contre-coup de toutes les crises et de tous les ralentissements économiques français. Les résultats de la mise en valeur économique ne sont guère impressionnants au total. C'est que l'empire colonial français a peu attiré les capitaux métropolitains. 10% seulement de ce que les Français, individus et sociétés, ont placé hors des frontières. Nous l'avons vu dans le cours précédent. Une action sanitaire a été menée, une action religieuse a été menée par les missionnaires, une certaine scolarisation, et même pour encourager, pardonnez-moi, la démographie blanche aux colonies, une société française d'émigration féminine, inspirée de ce qui se faisait outre-Manche, a été créée en 1897. Elle est clairement conçue comme une sorte d'agence matrimoniale, destinée à procurer une situation avouable, comme l'on dit, et un époux légitime à des jeunes filles de métropole. Je mets, ainsi que l'administration française de l'époque, des guillemets à jeunes filles, bien sûr. C'est donc non seulement contribuer à peupler les colonies françaises, mais aussi purger la métropole de femmes en trop, comme certains disent crûment, et d'inquiétantes qualités, comme les démographes français commencent à dire. Conclusion générale de ce cours. Regardez la carte de 1914 si vous le voulez. Un empire d'exploitation avec une tache rose sur le planisphère. Planisphère qui est accroché dans toutes les écoles de France et de Navarre. Un principe d'assimilation douanière. Un principe d'autonomie financière qui a été consacré par la loi de 1900. Toutes les dépenses civiles doivent être supportées contrebalancées par l'impôt aux colonies. Les colonies doivent coûter le moins cher possible. Et le budget colonial français se maintient aux alentours de 100 millions de francs jusqu'en 1914. Donnons un ordre d'idée. En 1914, le budget total de la France, c'est 5 milliards de francs. Je dis bien milliards. Un nombre total de Français aux colonies qui est de 700 000 seulement, beaucoup moins que les Britanniques installés dans les colonies d'outre-mer. Un empire colonial qui contribue largement aux tensions internationales. Par exemple, l'Allemagne cherche à se faire une place au soleil, au détriment peut-être de la France et de la Grande-Bretagne. L'Italie est une tare venue dans
la colonisation et elle est alliée de l'Allemagne. Un État français qui s'est mis à accorder son appui au groupement d'intérêts économiques, qui cherche à protéger les ressortissants français dans les colonies et leurs biens, ce qui peut poser des problèmes face à d'autres nationalités. On passe facilement, par conséquent, du heurt entre intérêts privés et conflits entre États. Les contemporains ne voyaient pas très clairement ces facteurs économiques et coloniaux comme des causes de guerre. Il faut dire que la guerre de 1914 ne s'explique pas seulement, bien sûr, par des causes coloniales. Ce serait idiot que de le prétendre. Et enfin, j'en termine par là, il existe une armée coloniale qui va jouer son rôle pendant la Première Guerre mondiale. Les Algériens musulmans sont recrutés par l'armée française. Alors comment? Longtemps, ce recrutement a été basé sur un système d'engagement volontaire. C'est l'engagement des zouaves, des tirailleurs algériens, dès le 19e siècle. Tirailleurs algériens qui sont surnommés les Turcos. Ils ont été engagés, ces zouaves et ces tirailleurs algériens, pensez à la comtesse de Ségur, ils ont été engagés dans la guerre de Crimée déjà. Et puis ensuite, ils sont engagés dans la guerre d'Italie, la guerre pour l'indépendance de l'Algérie face aux Autrichiens. Ces Algériens musulmans, on pense à leur imposer le service militaire. La conscription est envisagée dès les années 1880. Mais elle pose des problèmes. Problèmes d'instruction, problèmes de nombre de soldats que cela représenterait, nombre excessif, techniquement parlant, et puis problème d'appauvrissement de la société algérienne. Et la conscription, elle est établie seulement en 1912, avec 3 ans de service en Algérie, et pas seulement 2 comme en métropole. En 1912, on a encore un service militaire de 2 ans en métropole, et le recrutement des conscrits est en fait extrêmement parcimonieux. On déclare beaucoup de conscrits au conseil de révision, on les déclare inaptes. Ce qui fait qu'en 1912, on ne recrute que 2000 Algériens musulmans, 5000 en 1913. Le nombre augmentera considérablement pendant les 2 guerres mondiales. En Afrique subsaharienne, dès le Second Empire, des tirailleurs sénégalais ont été recrutés et à la Belle Époque, un livre connaît un grand succès, c'est celui du colonel puis général Mangin, M-A-G-I-N, La Force Noire, avec l'idée que recruter une armée nombreuse parmi les Noirs d'Afrique, ce serait assurer à la France une armée coloniale nombreuse d'une part et de qualité d'autre part. Beaucoup de choses vont dériver de ce mythe de la force noire. Dans les autres colonies, que se passe-t-il? Eh bien, c'est simple. Les habitants des vieilles colonies françaises, des vieilles, comme l'on dit tout court, sont dispensés de tout service militaire jusqu'aux lois de 1905 et 1913 qui leur sont appliquées. Et ailleurs, il n'y a pas de recrutement avant la Première Guerre mondiale. Voilà, j'ai terminé avec ce cours, avec ce 3e cours d'histoire coloniale de la France. Petit rappel, j'enverrai son texte long
car le texte tapé à la machine, enfin à l'ordinateur, il est très long, 31 pages. Je ne pouvais pas vous lire ces pages en 1 heure et demie. Ce texte long, je peux l'envoyer à la demande à mon adresse mail que je répète, DONILEJEUN, ça s'arrête là, @aol.com. Si vous n'avez pas reçu le PowerPoint auquel j'ai fait longuement allusion en parlant, eh bien, je vous l'envoie, il suffit de me le demander et je mettrai, donc, moyennant un petit délai, ce cours sur le portail du CNRS, HAL, trait d'union SHS, et vous tapez ensuite Dominique Lejeune, et vous aboutissez à ce cours une fois que je l'aurai mis. Vous pourrez aussi vous amuser à télécharger d'autres choses que j'ai mises en accès libre et gratuit, bien entendu, sur ce portail. Alors, ce cours est donc le 3e. On est arrivé à 1914 et comme je l'ai dit au début du premier cours, eh bien, en fait, je vais aller jusqu'en 1939-1940 et l'objet du 4e et dernier cours, ce sera justement la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour donc ce dernier cours.